Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Les élèves de l'école Notre-Dame de Béarn ont reçu récemment la visite d'improvisateurs de la LNI venus leur offrir des ateliers sur la prise de parole en public. Alors, Fusion Jeunesse, ils sont là pour, dans le fond, contrer le décrochage scolaire, donc encourager la persévérance scolaire. Et puis, ça touche plusieurs domaines. Hein. Bon, dans mon cas, c'est les arts médiatiques, si on veut, mais ça touche plusieurs domaines. Il y a aussi, il y a les arts, il y a sciences et génie, il y a le design et le leadership. Moi, personnellement, le projet que je coordonne, c'est un projet de production médiatique. C'est qu'on va monter 2 courts-métrages avec les élèves. Donc, ils font tout de A à Z. Ils écrivent le scénario, puis on a une équipe technique, puis on a des comédiens, puis voilà. La thématique cette année, c'est ma communauté. Donc, les 3e années, eux, ont écrit un scénario de fiction. Et puis, les 4e années, eux, ont opté plus pour faire un format téléjournal, mais quand même très original. Un téléjournal avec un bulletin météo spécial. C'est que dans le fond, cette journée-là, il pleut de la sauce piquante. Donc, on fait quand même appel à l'imaginaire des enfants. Puis je suis là, effectivement, pour les encadrer et pour les amener aussi hors des clichés. Parce que souvent, ils ont tendance à tomber dans des clichés. Il y en a beaucoup qui voulaient faire des trucs de guerre, puis on va se battre, puis il va y avoir des bombes, puis ils voyaient ça un peu comme un film d'Hollywood, là. Fait qu'il faut les ramener un petit peu aussi sur le plancher des vaches, tout en utilisant leur imaginaire pour qu'il y ait un produit intéressant. Donc, on a fait plusieurs activités en lien avec le langage cinématographique, pour que les jeunes sachent c'est quoi un gros plan, les valeurs de plan, tout ça. Et puis, l'écriture d'un scénario, bon, il y a le scène à scène, enfin, il y a toutes les étapes. Donc là, on en est rendu à l'étape du scène à scène. On a les synopsis qui sont écrits. Et puis, on devrait être en mesure de commencer à filmer d'ici, je dirais, à peu près 3 semaines. Bien, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. C'est qu'on a 2 animateurs de la Ligue nationale d'improvisation qui sont venus de Montréal pour donner un atelier aux jeunes. Mais c'est important de savoir que l'atelier qui est dispensé, c'est pas forcément un atelier qui touche l'improvisation, les matchs d'improvisation. C'est beaucoup plus pour développer le leadership, justement, chez les jeunes, pour qu'ils apprennent à s'exprimer devant un public et qu'ils prennent confiance en eux. Alors là, tu zippes ou tu rezappes à quelqu'un d'autre. Comprends? OK. Donc ça, c'est le zap. Zip! Zip! Zap! Oui. Bon. Yes. Zip! Bang! Ce que nous, on essaie de faire, c'est d'aller à travers le Québec et de donner des formations sur la prise de parole. C'est vraiment, ils vont être portés avec le programme de Fusion Jeunesse à faire un exposé, de présenter leur programme et leur projet. Fait que nous, on est là vraiment pour leur donner des outils pour savoir comment s'exprimer, moins être stressé. Puis en ayant ces outils-là, ben souvent, on s'est rendu compte que ces jeunes-là, ben le stress descendait, puis ils étaient beaucoup mieux préparés pour ces projets-là, puis pour ces présentations-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Les jeunes sont très nerveux d'habitude à l'approche justement d'un exposé oral ou de présenter quelque chose. Ben c'est de leur donner les outils pour que justement cette activité-là devienne moins stressante pour eux autres et de leur donner justement tous les petits points qui vont faire en sorte que justement ils vont être capables de mieux se préparer et être plus efficaces dans les oraux et autres trucs du même genre. Nous, on a tous été jeunes, on a tous été portés à faire des exposés oraux, on était tous gênés. Moi, je me souviens quand j'étais petit, là, je le donne des formations pour ne pas être gêné, d'avoir confiance en soi. Puis moi, j'étais ce genre de jeune-là qui avait horreur de faire des exposés. Fait que c'est vraiment une question de confiance. On leur apporte là, on dit souvent l'outil, mais je pense que c'est vraiment le bon mot pour dire qu'on leur donne confiance en soi, puis ils sont beaucoup mieux préparés après cette formation-là, je pense. Souvent, les gens vont penser qu'on arrive ici en faisant, vu qu'on est avec la LNI, qu'on fait des matchs d'impro ou vraiment des simulations de matchs, mais on va vraiment par le jeu, parce que souvent, il y a des jeunes dans ces groupes-là qui sont pas familiers avec l'impro. Donc, à partir de ces jeux-là, on fait des activités d'impro. Ils s'en rendent même pas compte. Puis après, à la fin de l'activité, ils font « Ah oui, c'est vrai, on a fait de l'impro. » Puis je dis « Ben oui. Au début, vous étiez stressé, mais vous vous êtes pas rendu compte que vous avez improvisé pendant 1h30. » Moi, c'est l'impro qui m'a vraiment sorti de ma coquille, ce qui a fait que je suis devenu comédien. Si j'avais pas commencé l'impro, je serais probablement dans une autre branche et je serais pas ici en train de faire une entrevue. 5, 4, 3, 2,
qu'on est à l'aréna où on joue au hockey? Non! Sandra Duarte nous accueille dans son atelier boutique pour sa ligne de vêtements hivernales Mouton Frileux. Elle nous fait découvrir sa passion et ses créations originales. Aujourd'hui, on est dans, je l'appelle affectueusement ma petite cabane, mais pour certains, c'est un pavillon de jardin qui contient tout mon stock de moutons frileux. C'est mon rêve, oui, puis en même temps, ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur et de place dans ma maison. Puis là, c'est chez nous, tu sais, ça venait dans ma maison, donc ça impliquait de ramasser les enfants, tout ça. Donc, c'est ça, c'est ma place pour ma créativité. Mouton Frileux a commencé au départ avec des projets faits en laine. C'est pour ça qu'au départ, le nom est Mouton Frileux. J'avais une belle demande, ça fonctionnait super bien. Par contre, c'est très long, tricoté. Et je fais pas juste ça, je suis aussi une mère et une enseignante. Donc, je trouvais ça triste que les gens aient leur projet trop tard. Tu sais, commandé au mois de novembre, puis avaient leur projet au mois de mars. Moi, en tout cas, il y avait comme une certaine culpabilité. Je vivais pas bien avec ça. Et j'ai décidé de me recycler, en fait, dans la couture. Mais c'est toujours des produits pour se tenir au chaud, là, Mouton Frileux. En fait, Mouton Frileux, oui, il y a un nom, mais c'est pas tant une compagnie, une entreprise pour l'instant. Je me considère plus comme une artiste artisane, au même titre que des femmes font des linges à vaisselle, des pantoufles, des couvertures. C'est sûr que il y a une belle demande. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais ouvrir davantage au public, mais pour l'instant, avec le temps que j'ai à y consacrer, j'essaie de garder ça à petite échelle. J'essaye. Ouais. Tuc cache-cou. J'ai essayé de faire des mitaines. Le résultat était beau, mais la demande était comme moins là. Peut-être parce que ça faisait trop petit kit, mais le résultat était quand même bien. Mouton Frileux est comme en train aussi de faire des tests. Là. J'aime l'idée des sacs réutilisables. J'aime l'idée des cotons ouatés. J'en ai un quasiment terminé. Poncho pour le printemps, l'automne, les tuques aussi, on pense beaucoup à l'hiver, mais ce sont des tuques quand même pas trop épaisses, donc ça fait aussi pour l'automne, ça fait pour le printemps. Moi, je dis toujours, c'est quasiment un 4 saisons. En fait, c'est exactement pour venir voir, pour venir regarder les tissus. J'ai à peu près une centaine de tissus en stock, là, sont bien cachés. Mais en fait, on me contacte, là, Sandra Duarte, par Facebook, normalement. Même les gens m'envoient des photos, des fois de leur manteau. Moi, j'envoie des photos de tissus qui pourraient... Fait que des fois, il y a des gens que je vois jamais, que je vois seulement quand ils viennent chercher leur projet, dans le fond. Fait que c'est surtout Facebook, mais ils peuvent aussi m'appeler puis prendre rendez-vous. Un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines, celui du projet de loi 40 visant à remplacer les commissions scolaires par des centres de services scolaires. Voici les réactions recueillies en région. Il faut savoir que le projet de loi 40 visait la réforme de la démocratie scolaire. En fait, nous, autant au niveau du contenu que du contenant, la façon dont le projet de loi a été adopté, on a beaucoup de réserves. Il faut savoir que c'est un projet de loi, plus de 300 articles, avec plus d'une centaine d'amendements qui ont été déposés à la dernière minute. Donc, on parle vraiment d'un projet de loi qu'on dit mammouth, là, où il y a énormément d'aspects à considérer. Oui, il y a la réforme de la démocratie scolaire. Là, on passe on sait, là, nos commissaires qui ont perdu leur poste à partir du moment où la loi a été adoptée. Mais aussi, dans le fond, il y a toutes sortes de choses qui sont touchées à travers ça. Donc, on va transformer les commissions scolaires en centres de service. Mais il y a des articles de la loi qui s'intéressent particulièrement aux municipalités. Donc, les municipalités qui doivent désormais céder gratuitement des terrains pour la construction d'écoles, le partage des ressources entre les écoles publiques, les écoles privées. Bref, il y a toutes sortes de choses dans le projet de loi qui auraient mérité qu'on prenne le temps de s'y attarder comme il faut. Bien, ça traduit une attitude très autoritaire, en fait, de dire, bon, ça va pas assez vite à mon goût, ça se passe pas comme on veut, donc nous, tant pis, on balaie du revers de la main le travail des parlementaires et on va de l'avant avec notre projet de loi, même si eux-mêmes reconnaissaient qu'il pouvait être encore amélioré parce que le ministre a déposé une centaine d'amendements à peine quelques heures avant d'adopter le projet de loi. Donc, il y avait même
eux-mêmes reconnaissaient d'une certaine façon que le projet de loi pouvait être encore bonifié. Puis c'est à ça que ça sert, le travail en commission parlementaire. Je veux dire, on est assis, puis là, 300 articles, c'est énorme, là. Je veux dire, il y a 4 parties autour de la table. C'est le moment où on peut questionner article par article pour s'assurer de la validité, de la compréhension, en fait, de l'interprétation de ces différents articles-là. Ça permet de questionner, de vouloir bonifier. Et le gouvernement a dit, après tant d'heures, c'est trop. Nous, on pense que notre projet de loi, il est bon comme ça, on va l'adopter. Puis, ça traduit vraiment un manque de reconnaissance de la part des autres parlementaires. C'est pas parce que vous avez 76 députés ou vous êtes majoritaire que nécessairement les partis d'opposition, on n'a rien à dire. Je veux dire, on a été élus aussi légitimement, on représente des tranches de la population, on représente une partie de la population. C'est important qu'on puisse faire notre travail puis rapporter les inquiétudes qu'on entend sur le terrain, les préoccupations, parce que ce projet de loi-là, clairement, il ne faisait pas l'unanimité. Il y avait énormément de groupes qui étaient contre, que ce soit des regroupements de parents, les regroupements d'enseignants, les syndicats. Je veux dire, il y avait énormément de mobilisation qui commençait aussi à gonfler davantage. Et là, ça a été de dire, ben non, nous, on coupe ça, puis même l'amendement qui a été déposé à la dernière minute où on retirait le titre de commissaire aux élus scolaires à partir du moment où la loi était sanctionnée. Donc, ça a été fait là, au petit matin du samedi. Donc, ça, c'est une tristesse de dire à tous ces gens-là qui sont impliqués depuis des années, ben voilà, c'est terminé, les amis, on reconnaît pas votre travail, puis on vous donne même pas la chance de faire une transition. C'est assez ingrat de leur part. Clairement, c'était pas une priorité de s'attaquer à ces structures-là immédiatement. Puis on l'a vu aussi dans le réseau de la santé, ce que ça le fait, le changement de structure. On est encore en train de vivre les conséquences de cette grande réforme-là au niveau de la santé. Et là, on est vraiment en train de faire la même chose au niveau de l'éducation sans prendre en considération tous les impacts que ça va avoir. Et on sent déjà que le milieu de l'éducation est en train de se démobiliser, un peu comme on l'a vu dans le réseau de la santé. Et nous, ce qu'on dit, c'est la priorité, là, en ce moment en éducation, n'est pas d'aller réformer la structure. On fait face à un grand problème de pénurie de main-d'œuvre. Nos écoles manquent criamment de personnel. Il y a des enfants qui ont vu passer 5, 6 enseignants depuis le début de l'année. Je veux dire, on met à l'avant des classes des gens qui n'ont aucune formation. Le coup de barre à donner en éducation en ce moment, c'est vraiment au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre. Comment revaloriser le métier d'enseignant, le métier d'enseignante? Comment redonner envie à nos profs d'être dans les écoles, de leur donner un petit peu d'air? Et là, non, on est vraiment allé jouer dans les structures plutôt que de s'attaquer à ce premier problème-là. Puis on ne dit pas que le modèle était parfait là, au niveau des commissions scolaires. Il y a des choses qui peuvent être améliorées, certes, mais ce n'est pas la priorité en ce moment à faire dans notre domaine de l'éducation. Il y a vraiment un coup de barre à donner ailleurs et c'est vraiment au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre. Bien, c'est sûr que moi, personnellement, au niveau de la commission scolaire, on était très heureux avec le modèle qu'on avait avec les commissaires. Ça allait très bien. Puis même, j'en profite pour les remercier parce qu'ils étaient vraiment engagés. Il y avait la préoccupation de la réussite des élèves et les décisions que les commissaires prenaient, c'était vraiment dans l'intérêt des élèves sur l'ensemble du territoire. Bon, maintenant, au niveau du gouvernement, ils ont pris une décision de modifier la gouvernance. Moi, mon rôle, c'est de mettre en place cette nouvelle gouvernance-là qui est un centre de services scolaires et qui va être gouverné par un conseil d'administration. D'abord, au niveau du personnel et au niveau administratif, il n'y a pas de changement. C'est au niveau vraiment de la structure de gouvernance. Ce qu'on va avoir, c'est un conseil d'administration. Moi, j'ai jusqu'au 10 juin pour mettre en place ce nouveau conseil d'administration-là. C'est un conseil d'administration qui est paritaire. On va retrouver 5 parents, 5 membres de la communauté, puis aussi 5 membres du personnel. Personnel, on parle d'un représentant enseignant, un représentant personnel de soutien, un représentant professionnel, puis un représentant direction d'établissement et un représentant cadre. Donc là, on va avoir à vivre différentes étapes. La première, c'est que j'ai à mettre en place 5 districts sur le territoire du Témiscamingue. Donc, c'est sûr qu'il faut s'attendre. Je vais avoir à travailler avec le comité de parents qui est toujours là à la commission scolaire. Et le comité de parents, en fait, qui est composé d'un représentant par conseil d'établissement d'école.
Et je vais regarder avec eux pour la définition de ces 5 districts-là. Mais on peut s'attendre au Témiscamingue, bon, un district dans le secteur sud, un dans l'est témiscamien, un dans le secteur nord et probablement 2 dans le secteur centre. Et c'est beaucoup basé sur le nombre d'élèves. On se réfère au nombre d'élèves et essayer d'avoir aussi des regroupements logiques d'écoles. Donc, la première étape, c'est de définir les districts. Ensuite, les parents vont désigner les représentants de ces districts-là qui vont siéger au conseil d'administration. En parallèle, moi, je dois envoyer une lettre aux différents syndicats et associations, différentes associations pour qu'ils se nomment des représentants. Et quand ces gens-là seront nommés, je dois organiser une rencontre, une réunion là, entre le 1er juin et le 10 juin pour qu'ils définissent c'est qui les gens de la communauté qui vont pouvoir être membres du CA. Les gens de la communauté, eux, bien, la façon de procéder, c'est qu'on va faire des avis publics, on va mettre aussi sur notre site web les profils recherchés et les gens vont avoir un temps donné pour poser leur candidature. La ville de Ville-Marie est à revoir complètement son offre de loisirs sur son territoire et compte miser sur une offre renouvelée où toutes les tranches d'âge y trouveront leur compte. Mais dans le fond, récemment, là, depuis le mois de novembre, fin novembre, on a réuni un comité qui est formé de citoyens de Duhamel-Ouest, Ville-Marie, la commission scolaire, le centre de santé, puis les conseillers de la ville de Ville-Marie, pour regarder vraiment l'ensemble de tous les espaces et les parcs de Ville-Marie. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire avec, c'est quoi leur vocation actuelle, est-ce que c'est encore d'actualité? Puis, plus large que ça, on a regardé ce qui se fait dans les municipalités limitrophes. Donc, à Guigues, qu'est-ce qu'ils ont à Duhamel-Ouest, Lorrainville, Béarn, etc., pour qu'on puisse ajuster notre offre de façon à être complémentaire avec eux et non pas d'offrir la même chose. Fait que c'est vraiment ça. Puis plus spécifiquement, moi, j'avais le mandat de revoir le parc des clubs. Donc, on a rencontré plein de groupes qui utilisent et qui n'utilisent pas le parc. Donc, pourquoi ils ne l'utilisent pas, puis qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient? Parce que d'investir comme ça, on veut qu'il soit utilisé au maximum. Donc, on a rencontré les ligues de softball, le baseball mineur, l'AXIA, le groupe des parents d'enfants handicapés du Témiscamingue, l'école primaire, le CPE, etc., etc. On a rencontré les aînés aussi. Donc, on a vraiment un souci d'accessibilité, là. Ça fait partie de notre vision. On veut que tout le monde puisse venir puis ait leur place dans le parc. Mais tous les parcs vont être touchés aussi, que ce soit le parc Larry-Bambel, que vous allez voir, va avoir une toilette installée cet été. Le parc du Centenaire, pour ceux qui ont vu l'automne, on a travaillé, on a fait de l'enrochement, puis on va retravailler la plage. Ça va être travaillé aussi. Le parc des aînés va probablement avoir des arbres fruitiers qui vont être plantés. Sa vocation va changer un peu. Et puis, dans un nouveau dossier que Manon va probablement avoir aussi, c'est la grotte qu'on va acquérir là, prochainement, là. Ça, c'est un nouveau dossier qui arrive sur son bureau. Là, bien, on a une grosse planche à dessin actuellement pour le parc des clubs. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est celui qui est juste ici à côté de l'aréna du centre de l'édifice Gérard Caron. Donc, on le revoit au complet, là, que ce soit le terrain de balle, le skatepark, les aires de jeu, même une piste multifonctionnelle sur laquelle on va pouvoir rouler, peut-être patiner, on espère, marcher, courir, etc. À travers tout le parc, on voulait que ça soit fluide puis que toutes les infrastructures qui vont être là seraient connectées. Donc, ce sentier multifonctionnel-là va permettre cette connectivité-là. Mais en fait, l'idée des glissades, c'est le conseil municipal qui l'avait déjà en tête à mon arrivée, qui me l'ont évidemment soumis sur mon bureau. Mais il y en a deux. Il y en a une au cimetière, qui est la familiale, donc la piste est plus douce. Et il y a celle au parc du Centenaire qui est l'intrépide, donc pour les 10 ans et plus. Ceux qui veulent un bon défi d'adrénaline, là, le premier départ à côté de la tourelle blanche. Donc, c'est là, les employés municipaux, ils ont vraiment bien travaillé là, pour aménager ça. Là. D'ailleurs, je les remercie vraiment. Ils ont fait ça pour que ce soit sécuritaire. On a un employé qui, à tous les matins, doit passer une liste d'inspection. Est-ce qu'elle est encore trop glacée? Est-ce dur? Est-ce qu'il y a des bosses? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des sauts dedans? Faut enlever ça. Donc, tu sais, ça paraît pas, mais il y a quelqu'un qui est dédié à ça à chaque jour, qui fait l'entretien puis l'inspection des 2 glissades. Puis notre activité glissade, elle a été reportée parce que la dernière fois, il faisait vraiment très froid. Puis, et non seulement à ça, la glissade était trop glacée, donc on avait dû la fermer. Donc, c'est reporté au vendredi le 28 février en soirée. Fait que ça va être plus un 6 à 9 qu'on va faire de glissade au parc du Centenaire avec du chocolat chaud, de la musique, etc. Donc, juste avant la semaine de relâche, là, ce vendredi-là, on va recevoir toute la population qui vont vouloir venir. Le conseil est toujours en pensée aussi au niveau de l'environnement, ça c'est sûr, mais aussi aux familles à faible revenu.
Qu'on pense à la plage, par exemple, aux glissades, à la bibliothèque c'est maintenant la gratuité, au hockey libre, au patinage libre. On a toujours ça comme préoccupation de dire, hey, est-ce qu'on a moyen de faire des activités qui vont être gratuites? C'est que Manon travaille aussi dans dans cette optique-là. Le Témiscamien Ronald Barry a eu la belle initiative de mettre sur pied le calendrier Le Témis en action. Il a fait donc des profits au regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue le 13 février dernier. Aujourd'hui, c'est le bilan du calendrier que j'ai fait pour le regroupement d'aide sociale du Témiscamingue et qu'on vient dévoiler les chiffres d'aujourd'hui et que je suis très content de tout ce qu'on a fait puis que tous les commanditaires qui ont embarqué, qui ont cru. Fait qu'aujourd'hui, c'est une somme de 3 200 $ qu'on remet au groupe d'aide sociale. Et plus de 4 000 calendriers sont dans les familles au Témiscamingue. Et que j'espère bien que ça va tout aider les activités au Témiscamingue, que le monde vienne de l'Abitibi ou de l'Ontario ou du Témiscamingue, d'encourager tous les projets. Ça fait 1 an que je suis là-dessus. Puis finalement, que tout avoir une belle remarque de tous les commanditaires qui ont voulu embarquer, de voir là, comment ça pourrait grandir. Puis j'en suis tellement heureux aujourd'hui là, que l'année prochaine peut-être, mais je ne sais pas encore. Bien écoute, on reçoit ça très positivement parce qu'on a des beaux projets éventuellement. Donc, c'est un beau montant qui vient s'ajouter à nos fonds là, en ce sens-là. Oui, bien, on a beaucoup de services qui sont en lien avec la sécurité alimentaire. Hein, quand on parle surtout en lien avec l'aide alimentaire, on a le programme de récupération en supermarché, dont on récupère des denrées chez Provigo IGA ici localement. L'année passée, c'est plus de 15 725 kilos de denrées qui ont été récupérées. Donc, si on fait un visuel un petit peu, ça l'équivaut à peu près à 525 bacs de compostage résidentiel qu'on a à la maison, là. Donc, ça, c'est un gros morceau de la sécurité alimentaire. Et on a aussi tout ce qui est projet d'autonomie alimentaire. Donc, on parle de cuisine collective, jardin collectif, ou s'il y a des gens qui auraient des idées de projets qui visent l'autonomie alimentaire, ça, c'est sur des projets sur lesquels on peut apporter notre contribution. Et aussi l'édition des paniers de Noël. Hein, c'est un des gros services qui est dans notre organisation également. C'est déjà la fin du parcours pour les Pirates de Ville-Marie, édition 2019-2020, alors qu'ils ont subi l'élimination au premier tour des séries éliminatoires de la GMHL contre les Spartans d'Almaguin. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. La saison 2019-2020 des Pirates de Ville-Marie s'est arrêtée abruptement au premier tour des séries éliminatoires après leur élimination en 3 matchs par les Spartans d'Almaguin. Une série chaudement disputée alors que les Pirates ont subi la défaite en prolongation lors du match 2 et en fusillade lors du match ultime. Lors du match numéro 1 disputé à Ville-Marie le 20 février, ce sont les Spartans qui marquent le premier but. Toutefois, les Pirates répliquent aussitôt par l'entremise d'Alex Peters sur des passes de Terrien et Rivet. À 15-39 du premier engagement, un joueur d'Almaguin s'empare d'un retour pour marquer. Mais encore une fois, Ville-Marie réplique. Cette fois grâce à Justin Rivet, sur une passe de Samuel Poirier, alors que l'action se déroule à 4 contre 4. C'est 2-2 après 20 minutes. En début de deuxième, les Pirates obtiennent les meilleures chances de marquer, sans toutefois être en mesure de capitaliser. En milieu de période, Maxime Potvin est encore une fois victime d'un geste disgracieux de la part du numéro 17 des Spartans qui lui assène un violent coup de bâton à la tête. Potvin voit rouge et se rue sur son assaillant. C'est finalement lui qui écope de 5 minutes de pénalité alors que le coup de bâton demeure impuni. Peu de temps après, un beau 2 contre 1 entre Peters et Côté alors que ce dernier passe à un cheveu de marquer. Le reste de la période sera ponctué de coups après le sifflet. La rivalité entre les deux équipes est facilement palpable. Puis, avec 45 secondes à faire en deuxième, Vadim Chatounov sème l'hystérie dans l'aréna alors qu'il donne les devants aux siens. 3-2 Ville-Marie après 40 minutes. Les Pirates domineront la troisième dans tous les aspects et confirment leur victoire avec un but dans un filet désert. Victoire de 4-2 pour prendre les devants 1-0 dans la série.
It was a tight game, but we got changed fast. We start play hard, more intensive and body check. So always playoff games like that, and we just keep play like that and just stop, do a lot of mistakes, stop stupid penalty, and just go. We just work on it. We just shoot and do rebounds, and it's work. Yeah, thank you to coaches. Yeah, and it worked for the players because we feel a lot of motivation, and we just step up and keep going. And we need to forget about it fast because a new game tomorrow. Il y avait beaucoup d'émotions. On avait de la haine envers eux pas mal. Parce que, tu sais, dans la game, ça n'a pas été facile. On a perdu 7-3, on l'a perdu. Puis on voulait se reprendre aujourd'hui, puis on est allé la chercher 4-2, puis on est vraiment contents. Puis c'est ça, demain, on va aller la chercher encore. Puis on va être short line-up, mais on va aller la chercher demain. On n'est pas convaincus. Bien, hier, les gars se sont bien préparés. On était prêts pour ce match-là. Là, puis, tu sais, l'intensité, comme tu dis, était là. Oui, des mauvaises punitions, mais des deux côtés. On voit que l'autre côté, tout ce qu'ils font, c'est chercher ça. Là. Chercher à sortir nos meilleurs joueurs. Puis ça a fonctionné ce soir, mais écoute, on va monter là-bas. Puis c'est sûr qu'on va être effectif réduit, mais on va tout faire pour la remporter là-bas. Là. Dès le lendemain, les Pirates étaient à Almaguin pour y disputer le match 2, avec des effectifs réduits, alors que plusieurs joueurs clés ne sont pas en uniforme, en raison de suspension ou pour des raisons personnelles. Un match où les Pirates auront mieux joué que l'adversaire, mais dont le résultat n'est pas celui escompté, puisque les Pirates subissent la défaite en prolongation par la marque de 4-3, 1-1 dans la série. Nous avons donc droit à un match ultime du côté de Ville-Marie le 23 février. Dans ce match, une fois de plus, c'est l'adversaire qui inscrit le premier but de la rencontre à 17:03 de la première période. Ils ajouteront à leur avance avant la fin de la période pour prendre les devants 2-0 après une période. Les Pirates se feront menaçants à plus d'une reprise en deuxième et réduisent l'écart à 9-0-5 grâce à Maverick Tremblay sur des aides de Potvin et Poirier. Par contre, les Spartans se redonnent une priorité de 2 buts avant la fin de la deuxième. 3-1 Almaguin après 2 périodes. Les Pirates marquent 2 buts rapides en début de troisième pour revenir au plus fort dans le match. Des buts de Maxime Potvin et Roman Kulakov. Le score demeure inchangé jusqu'à la fin de la période. Direction, prolongation. Aucun but ne sera marqué. C'est donc dire que le sort des Pirates se jouera en fusillade. Un seul but sera inscrit dans cette fusillade. Il appartient aux Spartans, qui se sauvent avec la victoire et remportent du même coup la série, envoyant les Pirates en vacances. Des images difficiles à voir pour les partisans des Pirates. Les joueurs de Ville-Marie sont très émotifs après ce revers. Il s'agissait d'un dernier match dans l'uniforme des Pirates pour plusieurs piliers de l'équipe. Ce sera maintenant à d'autres joueurs de prendre la relève la saison prochaine. Ah, c'est dur de finir sur une note comme ça après avoir dominé la série autant. On peut dire qu'on a manqué de chance un peu. Le gardien de l'autre bord, on peut lui donner du crédit, il était solide. De notre part, là, on a bien joué, on a joué comme Alain. En troisième période, on a joué comme Alain nous le voulait, puis il nous l'a demandé. Ah, ben, la famille avant tout. C'est pas juste des amis, c'est rendu des frères. Peu importe quel joueur, les joueurs qui sont partis, les joueurs qui sont encore là. Puis j'ai eu que du plaisir. Bien, c'est sûr, on a travaillé fort, puis le goaler a fait une belle job là-dessus, mais on n'a pas su gagner, puis on voulait ramener la coupe à Ville-Marie comme l'an passé, mais c'est pas ma dernière saison. Je m'en revenais pour gagner la coupe à mes 20 puis 21 ans, c'est sûr et certain. Là, c'est une famille ici, c'est tout simplement, on va tous savoir un jour, puis c'est mes frères, puis je les adore d'amour. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.